Et pour nous, en quoi la paix et la stabilité est le capital que nous avons principalement au Sénégal. Notre sous-région vit des contraintes. Nous sommes dans un environnement instable. Allez en Guinée-Bissau, allez au Mali, allez au Burkina, allez au Niger, allez même à la frontière mauritanienne. Partout sur les référentiels mondiaux de sécurité, c'est des luminants rouges. Le Sénégal est le seul point vert qui est un îlot de stabilité, de paix et de sécurité. On verra pourquoi. Demandez à un Malien, demandez à un Ivoirien, à un Burkinabé, combien il serait prêt à payer pour avoir la paix et la stabilité que nous avons. Je vous donnerai un deuxième exemple qui lui est économique. Regardez, le Sénégal fait partie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est la deuxième puissance de l'UEMOA après la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'a aucun produit commercial d'exportation mondiale. Aucun. La Côte d'Ivoire a le café, le cacao, l'EVA, l'huile de palme, l'ananas et la banane. Le Sénégal n'a rien de tout ça. Il parvient parmi 8 pays de l'UEMOA à être deuxième. Dépassons l'UEMOA, allons à la CEDEAO. Sur 15 pays, le Sénégal est la 4e économie de la CEDEAO. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tous ces pays, ces 3 premiers pays, sont exportateurs de produits mondialement achetés. Le Sénégal n'en a pas. Mieux, tous ces pays sont commercialement excédentaires, une balance commerciale excédentaire. Le Sénégal a une balance commerciale déficitaire. Malgré tout, ce pays existe, devient un réceptacle de paix. Partout, il y a des crises dans la sous-région. Au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, le Sénégal devient le centre où on ramène tout le monde. Dans tout le système des Nations Unies, le référentiel de sécurité et de dispositif est fait de sorte que le Sénégal est le hub partout où il y a des risques dans la sous-région. Mais cette stabilité, nous le devons à quoi et à qui? C'est très important que nous comprenions qu'est-ce que nous avons comme capital dans ce pays. Est-ce que c'est parce que nous avons une armée efficace? Je ne crois pas, parce que nous ne sommes pas en guerre. Est-ce que c'est parce que nous avons une politique de police intérieure performante? Peut-être un peu. Est-ce que c'est parce que nous avons des gouvernants qui sont meilleurs que les gouvernants des autres pays? Je ne crois pas non plus. Nous avons cette stabilité parce que les éléments constitutifs du profil humain sénégalais, essentiellement travaillés par nos guides religieux, ont fait des Sénégalais une personne de tempérance, de paix, d'ouverture et de tolérance. Un pays est essentiellement composé de ce qu'on appelle des personnes physiques et des personnes morales. Les dynamiques qui sont dans un pays dépendent du profil humain des éléments qui composent ce pays. Si les Sénégalais sont éduqués par la religion, par le chemin de vie, par la tijania, par le mouridisme, à être des gens ouverts, tempérés et de paix, la résultante est que le Sénégal a une base de dynamique de paix sociale. Et ça, une fois encore, le capital, notre développement, notre richesse, notre rayonnement dans le monde repose sur cette paix, cette stabilité qu'on doit pour l'essentiel à nos guides religieux. Et il est important de la rappeler pour que nous continuions le travail à ce niveau-là. Mais pour en arriver, il faut que nous comprenions une deuxième chose. L'islam est
en Afrique et au Sénégal depuis le Xe siècle. Mais nous avons, et très souvent on parle de la puissance ou de l'influence des chefs religieux ou de nos guides religieux. L'on comprend très rarement qu'il y a, à un moment précis de l'histoire, une islamisation qui s'est passée au Sénégal avec une transformation sociale de la société sénégalaise. Seydi El Hadji Malick a approfondi, élargi, tramé la pratique de la Tijaniya au Sénégal et en dehors du Sénégal avec un enseignement de valeurs sur le respect de la valeur sacrée de l'être humain, le respect des droits, le respect de la valeur, le respect de l'être humain. Moi, je me rappelle encore, quand on était jeune, et ce n'est pas, ça fait pas si longtemps, tout Sénégalais avait peur de voir le sang. Pour nous, c'était extrêmement important. C'est aujourd'hui qu'on parle des violences. Mais pour nous, on a sur l'espèce humaine un niveau sacré de sa valeur. Et ceci va avec un enseignement sur le respect, sur la tolérance, sur l'ouverture. Seydi El Hadji Malick aimait dire que lui, il peut être avec toutes les communautés religieuses du monde. Ce qui est important, c'est qu'il soit avec des gens qui sont épris de paix. C'est avec la paix qu'on peut construire. Et c'est avec la paix qu'il a utilisé une stratégie d'implantation de la Tijaniya partout dans ce pays. Le deuxième exemple d'illustration du travail de nos guides religieux, c'est le mouridisme. Mouridisme, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est notre contemporain, il est du même siècle que nous. Mais aujourd'hui, vous avez des millions de mourides. Mais aussi, il y a une culture mouride. Il y a une culture du travail mouride. Vous avez une culture de l'entrepreneuriat mouride. Vous avez une culture de la tolérance ou de la religiosité mouride. Ce sont des éléments de comportement d'un citoyen d'aujourd'hui, mais l'islam est depuis le Xe siècle, mais le mouridisme, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Il y a, à partir de ce moment, de cette période, une sorte de redéfinition du profil de l'homme sénégalais. Et si aujourd'hui les gens ont tant foi en nos guides, ce n'est pas seulement religieux. Et cette éducation, cette vision sur le profil humain qui est à la base de ce qui constitue les éléments qui font la stabilité du Sénégal. La deuxième chose qui est distinctive dans notre histoire, nous avons certainement la stabilité, mais nous avons aussi la quiétude. Le Sénégal, les gens l'aiment parce qu'on va toujours dire le Sénégalais, il est accueillant. Les gens aiment le Sénégal parce qu'on va dire le Sénégalais, il est ouvert, il est tolérant, il est intelligent, il est cultivé parce qu'il s'intéresse aux autres. C'est cette atmosphère de quiétude qui fait que, et je donne toujours des exemples. Vous avez dans ce pays des ambassadeurs qui viennent. Ils vont venir d'Europe et d'Amérique. Mais je vous le dis, vérifiez par vous-même. Tous les ambassadeurs qui sont postes au Sénégal font tout pour qu'on les renouvelle. Personne n'est pressé de quitter le Sénégal. J'irai plus loin. Beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de dirigeants d'organisations internationales qui ont été en poste à Dakar après leur retraite viennent s'installer au Dakar. Je donnerai un autre exemple. Nous avons des organisations régionales africaines, la BCEAO, la SECNA, plein d'autres organisations. Mais allez vérifier dans ces organisations, les cadres de ces organisations, qu'ils soient maliens, nigériens, burkinabés, tchadiens, ils achètent tous une maison au Sénégal. Et chacun dépense dans sa maison au Sénégal plus qu'il n'a dépensé dans sa maison chez lui. Ça veut dire que dans ce pays, il y a un profil humain, une quiétude de vie, une atmosphère qui fait que les gens viennent s'implanter. Eux, ils savent ce que nous avons. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment conscients de ce que nos guides ont fait pour nous dans leur formation et dans la qualité qu'on a. La réussite de se vivre ensemble au Sénégal
qui est le fait de toutes les communautés, qui est le fait de nos guides. Elle est suffisamment remarquable, mais nous la vendons peu au monde. Nous ne faisons pas savoir au monde qu'ici, on peut y apprendre un bon chemin sur le chemin de vie. Je donnerai 3 exemples que tout le monde connaît au Sénégal. Mais je considère que autant nous les connaissons, autant nous les banalisons, mais dans la dynamique actuelle du monde, ce sont des éléments qu'il faut rappeler. Qui aurait cru que dans un pays à 94% de musulmans, 2 guides religieux des 2 confréries les plus importantes en nombre, Serigne Babacar et Serigne Fallou, vont demander à tous leurs fidèles de voter pour Léopold Sédar Senghor, le candidat catholique, contre les autres candidats musulmans. Pour nous, c'est une banalité, mais pour le monde, c'est invraisemblable. Allez regarder l'histoire des pays d'Asie, d'Amérique et d'Europe, vous n'en verrez pas un exemple comme ça. À Serigne Babacar, quand des gens du monde arabe très intrigués se sont interrogés parce qu'ils ne comprennent pas, il fait cette réponse remarquable qui dit: on ne m'a pas demandé de lire un imam, on m'a demandé de lire un président de la République. En termes d'universalité, c'est exceptionnel. Allez en Inde, il n'y a pas un guide religieux qui va ainsi passer. Allez en Chine, allez en Amérique. C'est exceptionnel d'avoir des dirigeants qui ont un niveau d'universalité à ce niveau-là. Ce qui fait que sur beaucoup de choses, nous n'avons pas de complexe à se faire. Au contraire, nous devons montrer la voie. Je vous donne un 3e exemple. Imam pourra le confirmer. Vous avez des imams aux États-Unis. Vous avez des imams dans beaucoup de pays développés. Ces imams, aujourd'hui, doivent enseigner le Coran à leurs enfants. Mais ils ont peur d'envoyer leurs enfants étudier le Coran au Maghreb ou au Moyen-Orient. Pour eux, le Sénégal est un pays remarquable où on n'a pas de risque à envoyer ses enfants. Mais pendant que les imams américains ont peur d'envoyer leurs enfants dans des pays musulmans pour qu'ils soient formés, les musulmans du Sénégal envoient leurs enfants dans les écoles catholiques du Sénégal. Mais c'est exceptionnel. Très important que nous soyons capables de démontrer qu'au monde, que sans complexe, avec toute sérénité, on ne s'inquiète personne d'envoyer ses enfants à Notre-Dame, à Mariste. Pourtant, ils sont enseignés par des sœurs ou des frères catholiques. Au Sénégal, on reconnaît même la qualité éducative. Quand quelqu'un est bien élevé, on dit qu'il est abnégaro catholique. Mais ce serait invraisemblable dans tous ces pays. Sur le vivre ensemble, donc, nous avons énormément d'exemples à montrer au monde, particulièrement dans cette période où ce sont les nationalismes, ce sont les extrémismes qui se développent. Allez partout. Vous avez une remise en cause. Tous les nationalismes, en Inde, en Chine ou même en Europe, s'appuient sur l'exclusion religieuse. Tous les nationalismes aujourd'hui qui dominent ces pays s'appuient sur l'exclusion religieuse. Au Sénégal, on a une dynamique totalement différente. Et on arrive à une période où le monde est pour l'essentiel perdu, a besoin qu'on y transite du chemin. Je le répète, nous ne ferons pas de complexe. On a des expériences dans le vivre ensemble du fait du mérite et du travail de nos guides que nous devons avec fierté et sans prétention partager avec le monde. Il ne s'agit pas seulement de le montrer. Je suis de ceux qui pensent que nous devons transformer ce besoin important de partager avec le monde en une multitude d'opportunités. C'est Mme Ousmane que j'entendais hier dire, en l'islam, il n'y a que 2 opportunités. Comment? Le plus bel exemple, mais c'est le Maroc.
Est-ce que vous vous asseyez dans votre télévision une semaine où vous ne voyez pas la publicité d'un festival international pour une ville marocaine? Il n'y en a pas. Il y a sur Fès toutes les conférences d'ordre religieuses ou scientifiques. Pourquoi? Il y a une vraie stratégie du tourisme religieux. Pourquoi le tourisme? Le tourisme a été démontré partout comme le catalyseur le plus important des investissements. C'est parce que quelqu'un visite chez vous, vient vous rencontrer, connaît le pays, a une idée et se dit mais pourquoi pas investir dans ce pays? Aujourd'hui, le Maroc vient de rattraper l'Afrique du Sud en quantité d'investissements directs étrangers. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi on ne capitaliserait pas de façon plus conséquente sur le tourisme religieux, dans une vraie stratégie de connexion avec nos communautés pour bâtir? J'en arrive à une illustration, je ne dirais pas une recommandation, un exemple. Je donne l'exemple parce que ça concerne les États-Unis et parce qu'Imam est là, et c'est parce que pour moi, c'est les bases de partenariat qu'il faut développer. Prenons le pétrole et le gaz, tout le monde en parle. Vous savez que le pétrole et le gaz, au-delà des quantités qui sont trouvées, nous savons donc qu'il y a un leadership des firmes américaines sur les blocs. Très bien. Ça veut dire donc que les Américains vont être très présents dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais vous savez pourquoi le Sénégal est très, très stratégique pour les Américains? Ce qui sépare le Sénégal des États-Unis, c'est l'océan Atlantique. Aucun risque. C'est la sécurité, zone internationale. Les Américains, quand ils viennent chercher du pétrole au Sénégal, c'est comme s'ils vont dans le 53e État des États-Unis. Stratégiquement, c'est majeur. Ça veut dire donc que c'est aujourd'hui que nous devons anticiper sur la façon demain de tirer toutes les opportunités stratégiques que ce niveau d'investissement va amener chez nous. Ce n'est pas en s'asseyant. Il y a des choses que l'État peut faire, mais nous, aujourd'hui, nous devons bâtir des stratégies avec les imams des États-Unis pour qu'ils amènent ici leurs enfants, pour qu'ils viennent en tourisme religieux, pour qu'ensemble on puisse regarder comment travailler à tirer les avantages de davantage d'investissements d'Américains dans le secteur pétrole et gaz. Il nous faut asseoir ces réflexions-là. Ces réflexions-là, nos pères et nos grands-pères ne pouvaient pas le faire. Mais nous pouvons les faire. Notre génération, on est tous des gens formés dans ces écoles. La génération d'aujourd'hui est de son temps. Donc il faut être capable, à partir de cet exemple qui est une conférence globale, de faire des excroissances sur des capacités de partenariat qui vont nous permettre d'anticiper sur ces choses-là. Je vais non seulement continuer à encourager ces aspects, mais finir sur un point qui me paraît important et qui nous ramène toute l'importance de cette conférence. Vous savez, tous les États du monde, quels qu'ils soient, sont gérés à partir de ce qu'on appelle des légitimités. Partout dans le monde, quel que soit le système politique qu'on met en place, un dirigeant politique est reconnu parce qu'il est élu président. Il y a ce qu'on appelle la légitimité politique. Donc vous avez le pouvoir de décider sur le plan politique. Ensuite, vous ne pouvez pas construire un État si vous ne pouvez pas avoir des impôts pour financer l'État. Donc ça prend des entreprises, de l'activité économique, ce qu'on appelle la légitimité économique. Ensuite, pour construire cet amphithéâtre-là, ça prend des ingénieurs compétents, ça prend des architectes. Ce n'est pas le politicien qui peut le faire, ce n'est pas le félin qui peut le faire, c'est un ingénieur ou un architecte. On appelle ça la légitimité intellectuelle. Et enfin, notre société est tramée par des valeurs enseignées par les religions, ce qu'on appelle la légitimité religieuse. On s'appuie sur ces 4 jambes pour marcher. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, tout le monde sait que les classes politiques partout dans le monde ont perdu leur crédibilité. Trump est arrivé aux États-Unis parce que le système politique a perdu sa crédibilité. Macron est arrivé en France parce que le système politique classique a perdu sa crédibilité. Donc la légitimité politique, elle est
remise en cause, elle n'est plus crédible. Ensuite, la légitimité économique, on a une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan économique, c'est tellement de crises que partout dans le monde, les gens essayent de fermer les frontières. Il reste deux légitimités, la légitimité religieuse et la légitimité intellectuelle. Ces dernières années, ces légitimités ont été négligées. C'est le temps maintenant que le monde écoute ces deux légitimités. Et ici à Tivaouane, nous avons la chance que les gens de la légitimité religieuse sont aussi de grands intellectuels. Nous avons les deux, la légitimité intellectuelle et la légitimité religieuse. Tout le sens de cette conférence, c'est de nous amener, nous tous, à avoir un réarmement mental et culturel. Il faut aujourd'hui aider nos dirigeants et d'autres dirigeants du monde à tracer la ligne. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un État marche? Je vous ai parlé de 4 légitimités. Et ce ne sont pas les écoles qui l'ont appris, c'est Sidi El Hadji Malick qui les définissait très bien. Il disait que le politique ne peut pas se lever et prendre des décisions. À l'époque, c'était les diolas qui représentaient l'activité. Chaque fois que tu prends une décision, elle a une incidence sur l'économie. Donc tu dois te consulter avec le diola. Le marabout, c'est lui qui est l'interface avec les populations. Chaque décision que tu prends. Donc pour manager, certainement on a mis de l'avant le politique, mais il ne doit rien faire sans être en concertation avec ces légitimités-là. C'est comme ça que les choses marchent. Mais chaque fois que vous négligez les légitimités, vous avez des blocages. Aujourd'hui, une fois encore, nous avons toute la légitimité de faire toutes les conférences, de faire tous les exercices d'échange qui permettent de montrer au monde ce qu'est l'école de Tivaouane. Nous avons des milliers de choses à apprendre au monde. C'est notre apport à l'humanité. Rien ne nous empêche, c'est une question seulement de démarche. Et c'est en cela que je salue une fois encore l'idée de cette conférence et insister pour que chez nous, qu'on prenne conscience que la stabilité et la paix sociale que nous avons ne sont pas des choses acquises. Évidemment, nos guides ont fait beaucoup de travail, mais il nous faut être sur nos gardes. Il nous faut être le plus regardant possible. Il nous faut continuer à insister pour qu'on ait cette paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Je vous remercie.